On va pas se mentir, vous aviez surkiffé l'épisode 1 sur la fausse bouffe, notamment la fausse bouffe chinoise qui était produite en Chine et ailleurs. Mais aussi les autres scandales alimentaires complètement hallucinants qu'on avait pu voir justement dans cet épisode 1, comme par exemple cette dame que je vous avais montré qui récupère tout simplement de l'huile de friture directement dans les égouts, directement à la source comme ça, et tout ça pour aller faire de la street food après. On adore ça. Et bien aujourd'hui, mes chers amis, c'est l'heure de l'épisode 2. L'épisode 2 des pires pratiques alimentaires jamais rencontré, et vous allez voir, il y a des trucs de fou. C'est quoi ça? C'est un caca. Bon, faut savoir qu'il y a beaucoup de ces scandales qui se passent évidemment en Chine, et les Chinois, ils deviennent de plus en plus méfiants, parce qu'il faut pas croire qu'ils acceptent ça. Ils sont devenus extrêmement méfiants, surtout qu'après que 16 000 carcasses de porcs aient été retrouvées dans une rivière à Shanghai, et qu'une souche virulente de grippe aviaire a tué 26 personnes. Bon là, vous vous dites, mais de quoi tu nous parles, Touni? Tu parles de grippe aviaire et de porc, ça ne va pas ensemble. Eh bien si! Figurez-vous qu'il y a une grippe aviaire qui touche aussi les porcs, qui s'appelle l'influenza. L'influenza, bon on s'en fout, c'est l'influenceur des virus. Elle a une chaîne TikTok. Bon bref, ce virus, il fonctionne aussi sur les oiseaux et sur les porcs. C'est une grippe porcine et aviaire. Et donc à cause de ça, eh bien, le prix du porc a chuté énormément, ce qui a poussé les consommateurs à se tourner vers d'autres viandes, notamment la bœuf, le bœuf et l'agneau, bien que ces viandes aient aussi leur lot de problèmes. En 2013, la police chinoise, elle a arrêté 904 personnes pour des infractions liées à la fausse viande, mettant aussi à jour des escroqueries aussi ingénieuses que terrifiantes. Et c'est là qu'entre en jeu notre ami Maître Corbeau et le rat. Ah non, c'est pas du corbeau, c'était du renard, pardon. Je me confonds avec les fables de La Fontaine. Et donc les autorités ont ainsi saisi 20 000 tonnes de produits illégaux et découvert 382 cas de criminalité liés au trafic de viande, principalement de la viande dite toxique. En fait, ils vendaient de la viande malade ou de la viande contrefaite, de la fausse viande. À Shanghai, il y a un gang qui a été arrêté pour avoir transformé de la viande de rat en la mélangeant avec de la gélatine, mais aussi des nitrates et du carmin. Alors, je sais pas pourquoi, mais ils avaient trouvé une bonne formule, notamment une bonne formule pour que ça ressemble à de la viande d'agneau, puisqu'ensuite ils l'ont vendue sur des marchés comme tel. D'autres suspects à Baotou ont produit de la fausse viande séchée de bœuf et d'agneau à partir de viande de canard. Viande de canard, vous me direz, elle est comestible, oui, mais sauf que celle-là, elle contenait des matières fécales, donc du canard au caca. Tout ça pour faire du bœuf séché, tout va bien. Bon appétit, bien sûr. Voilà. Dans le Jiangxi, il y a un mec qui a vendu de l'agneau qui était noirci et qui puait à des restaurants spécialisés dans le grill, ce qui a causé la mort notamment d'un client. On ne sait pas trop ce qu'il y avait dedans, mais c'était pas de l'agneau visiblement. Et dans le Guangzhou, il y a des usines qui ont trempé des pieds de poulet dans du peroxyde d'hydrogène, et tout ça pour les blanchir. Je rappelle que le peroxyde d'hydrogène, c'est fait pour devenir blond. C'est fait également pour blanchir les dents, et vous savez vos vieilles consoles là qui jaunissent à cause du soleil, eh bien vous les mettez dans du peroxyde d'hydrogène, alors attention c'est très dangereux, hein. Bah vous les foutez là-dedans, avec une lampe UV collée, tout ça pendant, je sais pas, 24-48 heures, elle va redevenir toute blanche. Et donc nos amis restaurateurs faisaient ça avec des pâtes de poulet qui servaient ensuite dans un restaurant. Imaginez le carnage dans l'œsophage. Poulet qui t'envoie en enfer. Vous avez des journalistes chinois qui ont découvert que le porc majoritairement utilisé dans les plats préparés là-bas, eh bien il provenait de morceaux de viande extrêmement douteux, voire toxiques. Cette viande contient un grand nombre de ganglions lymphatiques, de tumeurs graisseuses, de jonctions entre la tête et le corps du cochon, mais aussi la thyroïde, voilà. Plein d'organes que normalement, bah on doit pas trop manger, notamment parce qu'on vous vend ça comme étant de la viande et pas des abats. Je sais même pas si ça se bouffe de la thyroïde de porc, quoi. Dit comme ça, j'ai envie de mourir, quoi. Un steak de thyroïde de porc, bonjour, je voudrais du lévothyrox avec ceci s'il vous plaît. Attends, je casse tout. Le problème, si vous mangez la thyroïde d'un porc, eh bien à l'intérieur de cette thyroïde, il y a énormément d'hormones thyroïdiennes qui sont hyper importantes, hein, qui vous permettent de vivre tout simplement. Donc si vous mangez une telle glande, eh bien vous allez augmenter vos niveaux, et c'est comme si vous aviez mangé 10 cachetons de lévothyrox qui normalement servent à guérir, du moins à soigner, du moins à maintenir en vie les personnes à qui on a retiré la thyroïde. Vous en connaissez forcément, j'en connais. Donc ne mangez pas des steaks de thyroïde, c'est pas bon. Et ces mêmes journalistes ont également constaté que l'usine de la province d'Anhui, celle qui fabrique ces plats préparés, avait déjà été sanctionnée pour des pratiques similaires, mais qu'elle avait continué tout simplement, secrètement, ses préparations, à base de steaks de thyroïde de porc. C'est infâme. Bon, faut savoir que depuis, ces plats préparés ont été retirés de tous les sites de commerce électronique, notamment de Pinduoduo, espèce d'Amazon chinois.
Vous avez peut-être déjà entendu parler du tilapia, ce poisson qui est l'un des poissons les plus vendus au monde. Il faut savoir que ce poisson est un omnivore et un bon reproducteur à la croissance rapide, ce qui évidemment en fait un poisson d'élevage idéal, et puis il a un goût pas trop mauvais. Donc c'est très bien pour le business. Il y a même un spécialiste, un professeur d'université en Arizona qui dit que le tilapia est à l'aquaculture ce que le poulet est à l'élevage. Voilà, c'est un truc facile à élever, on peut en faire plein, les gens adorent ça, voilà. C'est du poulet poisson. Au départ, ce poisson, il était très peu connu, mais aujourd'hui, il est très prisé dans certains établissements, notamment dans les écoles et les hôpitaux pour son prix attractif. Bon, faut savoir que ce poisson en soi, il a pas énormément de goût, il est pas cher, donc pour les structures publiques, bah c'est vraiment pas mal. On met un peu de sauce pour donner du goût, ça passe, tout le monde en bouffe. La Chine est le premier exportateur mondial et producteur de ce tilapia, de ce poisson. Et notamment, elle produit 60% de la production mondiale, ce qui est colossal. C'est eux qui font quasiment tout. Sauf que, évidemment, l'élevage chinois, il correspond pas aux mêmes critères et aux mêmes normes que celui des États-Unis ou même de l'Europe. En 2012, il y a un article qui va faire exploser le problème, qui montre des méthodes d'élevage plutôt douteuses, où il y a une part de l'alimentation du tilapia qui est constituée en fait d'excréments de porc et d'oie. On peut se dire que le poisson, bah ça va pas lui causer problème. Et bah si, le problème c'est qu'en fait ça va envoyer des salmonelles après à celui qui mange ce poisson. Ce qui est pas bon, voilà, surtout si c'est un enfant. Bon, faut savoir qu'il y a quand même en 2023 une mère de famille qui a été amputée des 4 membres après avoir consommé du tilapia contaminé, qui était infecté notamment par les bactéries potentiellement mortelles Vibrio vulnificus, présentes dans les fruits de mer crus et l'eau de mer. Donc je pense qu'il serait temps peut-être de mettre un système qui dévie les égouts, hein. Le filet aux fiches à la daube. Voilà, on adore ça. On est cette fois-ci en 2011 et vous avez tout simplement des saucisses qui ont été dopées. Vraiment, mot pour mot. Vous avez des saucisses de porc qui étaient contaminées par ce qu'on appelle du clenbutérol. Bon, pour tous ceux qui se dopent parmi vous, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, qui font de la muscu et voilà, qui abusent un peu de produits, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui sont un petit peu éclairés sur le sujet, sans forcément s'injecter des grandes doses de sauce magique, comme on le dit. Et donc la découverte de ce clenbutérol dans les saucisses va déclencher des enquêtes sur son utilisation illégale dans l'élevage porcin en Chine. C'est-à-dire que les mecs dopaient les cochons pour qu'ils produisent plus de viande. C'est incroyable. Le clenbutérol, peut être donné aux porcs pour les empêcher d'accumuler les graisses, comme je vous l'ai dit. Sauf qu'il est évidemment totalement interdit dans l'alimentation pour les porcs, et même en Chine, hein, parce qu'il peut se retrouver évidemment dans la chair, qui peut ensuite être consommé par les humains. T'as pas forcément envie que ton enfant de 3 ans mange du cochon dopé. Tu fais les fameuses coquillettes jambon à ton enfant de 2-3 ans, 3 semaines après, il a des muscles. Tu vois, il est comme ça. Faut savoir que ce produit peut évidemment déclencher des cancers, et plein d'autres trucs dégueulasses, hein, évidemment, comme on connaît avec tout ce qui est produit dopant. Mais vous avez également des sportifs de haut niveau qui étaient en Chine, qui avaient consommé ces saucisses sans savoir qu'elles étaient contaminées au clenbutérol. Eh bien, ils ont dû faire face à la justice pour prouver leur innocence. Vous avez par exemple le cycliste Alberto Contador qui a été testé positif au clenbutérol en 2010. Je crois que ça avait fait la vanne à l'époque. Il disait non, j'ai mangé des saucisses contaminées et tout, j'ai rien pris. Je laisse le bénéfice du doute. Mais il y avait visiblement une histoire de saucisses pour Alberto. Je vais aller vérifier quand même parce que Contador, saucisses. Il aurait mangé de la viande contaminée lors d'un buffet organisé à son honneur par les organisateurs du Tour. Ouais, bon, écoutez, on laisse le bénéfice du doute à notre cher Alberto. C'est les saucisses. Y a pas un nageur aussi chinois, on disait qu'il pissait violet, quoi, tellement qu'il était dopé. Je sais plus. Sun Yang, il pisse violet. Faut savoir que les champignons qui sont séchés et vendus en conserve, eh bien pour un tiers, ils proviennent de Chine. Et il vaut mieux les éviter car ils contiennent de nombreux pesticides. On a retrouvé par exemple dedans de la tétramécine qui était utilisée pour lutter contre la prolifération des insectes nuisibles, comme des cafards. Un insecticide qui peut évidemment déclencher cancer et autres maladies incroyables. Et apparemment ça bouffe aussi un peu le cerveau. Bon. En 2017, il y a une petite usine chinoise de la ville de Dongguan qui a été prise en flagrant délit de production de canettes de bière contrefaites. Ce trafic complètement incroyable qui a été enregistré, il y a des vidéos de ça, eh bien il a été fermé depuis, évidemment. Les images, elles montrent des travailleurs dans l'usine qui plongent des canettes vides de Budweiser. Je précise que ce sont des canettes qui ont été trouvées dans des poubelles, qui ont déjà été bues, qui sont pas lavées. Eh bien ils les trempent dans un énorme bac de ce qui semble être de la bière, pour les remplir. Les canettes pleines sont ensuite envoyées sur une bande transporteuse où elles sont fermées. Cette usine, elle produisait par mois plus de 600 000 canettes qui étaient distribuées aux bars et aux boîtes de nuit. Canettes pas lavées, c'est-à-dire que dedans vous pouviez trouver des mégots ou des rats.
Tout le monde connaît le cabillaud, les bitonnets de poissons et tout le tintouin. Notre ami le Captain Igloo. Eh bien le cabillaud est souvent importé de Norvège jusqu'en France et il fait ensuite un détour par la Chine pour être transformé en filet avant de revenir chez nous. Cette manipulation, elle vise à économiser sur la main d'œuvre, ajoutant ainsi jusqu'à 15 000 km à son voyage. Il faut savoir qu'en Chine, il est courant d'injecter de l'eau dans le cabillaud pour augmenter son poids et donc son prix de vente. Des reportages récents révèlent même l'utilisation de produits chimiques comme le phosphate pour retenir cette eau. Quand on vous dit manger local, les pratiques de manipulation du vin, qui sont totalement interdites évidemment et potentiellement nuisibles pour la santé, ont une histoire qui remonte évidemment très loin, même jusqu'à l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on a falsifié le vin depuis toujours. Elle consiste à tenter d'améliorer la qualité du vin par des ajouts illicites, ou bien à falsifier sa marque en modifiant l'étiquetage, ou même en mélangeant avec des vins de moindre qualité. Faut savoir que les plus grandes fraudes vinicoles, comme on dit, elles sont arrivées en Italie et en Autriche. Vous avez notamment le scandale des vins artificiels en Italie en 1968, qui marque une période sombre de l'histoire vinicole européenne. Durant les années 60, l'Italie, devenue une destination touristique prisée, exportait des millions d'hectolitres de vins populaires comme le Chianti, mais aussi le Lambrusco et le Valpolicella. Ces vins, souvent bon marché et commercialisés sous des marques prestigieuses, étaient très loin de provenir des régions indiquées sur leur étiquette. En réalité, beaucoup de ces vins étaient altérés par l'ajout de sucre, d'eau et de substances collantes comme du sang de bœuf, mais aussi des végétaux type agar-agar. On ajoutait également parfois du plâtre pour que l'aspect soit plus joli. Mec, tu veux boire un coup de vin, tu finis par prendre un smecta, tu comprends pas pourquoi t'es constipé quoi. Le scandale a révélé plus de 200 faussaires de vin, certains allant jusqu'à utiliser de l'eau de rivière non traitée et des jus de fruits avariés tels que des figues et des bananes pour sucrer leurs produits. En Autriche, vous avez l'un des pires scandales du vin qui est existé. On est en 1985 et il y a des mecs qui vont décider de mettre tout simplement de l'antigel. Vous savez ce qu'on met dans les voitures là pour pas que votre radiateur dans votre voiture il explose. Parce que si vous mettez que de l'eau si elle gèle, bah elle se dilate et donc ça explose. Là on met de l'antigel comme ça gèle pas. Eh bien ils mettaient ça dans le vin, du liquide de refroidissement les gars. On est dans les années 80 et il y a des producteurs qui ont cherché à répondre à la demande en vin doux qui était très croissante. Il y a donc des vins bon marché qui ont été trafiqués en simulant des vins de qualité supérieure en y ajoutant ce fameux diéthylène glycol, donc l'antigel qu'on met dans les liquides de refroidissement. Les inspections menées par les autorités ont souvent été bloquées par des obstacles judiciaires, ce qui a laissé perdurer la fraude durant une longue période. Imaginez boire de l'antigel, c'est pas bon hein. Moi, quand je sens que la nature a besoin d'un petit coup de pouce, je pense toujours au miracle de l'antigel. Si on en met trop, bien sûr, c'est du poison. En mai 81, il y a un garçon de 8 ans en périphérie de Madrid qui est transporté en urgence à l'hôpital où il décède quelques heures plus tard. Lorsque les médecins espagnols découvrent que les 5 frères et sœurs de la victime sont également malades, ils les examinent à l'hôpital et diagnostiquent une pneumonie atypique. La maladie qui frappe cette famille causera en suivant le décès de 1200 personnes victimes de ce qu'on appelle un syndrome toxique. Les symptômes évoluent rapidement vers un œdème pulmonaire, accompagné de démangeaisons et de douleurs musculaires. Évidemment, la presse espagnole, elle va s'emparer immédiatement de cette épidémie qui fait la une. Après quelques jours, le directeur de l'hôpital informe les médias que, selon lui, l'origine de la maladie réside dans une intoxication alimentaire. Son analyse est fondée sur le fait que toutes les victimes proviennent de la périphérie de Madrid, les habitants du centre-ville étant épargnés. Réunissant les proches des patients, il leur demande de se rappeler ce que les victimes ont mangé, contrairement à eux. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont mangé que eux n'ont pas mangé, puisque eux ne sont pas malades. Et en un temps record, ils vont trouver d'où vient le problème, puisque la plupart des gens vont répondre de la salade. Convaincu que le responsable de l'épidémie est vendu sur les marchés, le directeur présente au responsable du ministère de la Santé une carte des localités touchées. Et ces prévisions, elles vont se confirmer. Sauf que ce directeur va tout simplement être licencié du jour au lendemain. Mais il va quand même poursuivre son enquête. Il inspecte les marchés et découvre que des vendeurs ambulants proposent une huile bon marché en grand bidon et sans étiquette. Il va acheter l'une de ces bouteilles et va l'envoyer à un laboratoire. Et là, il y a un truc qui est incroyable qui va se passer, c'est-à-dire que l'État va dire « Bon, vous nous ramenez vos bidons d'huile pourris et en échange, on vous donne de l'huile d'olive pure et de qualité pour éviter que l'épidémie continue. » Évidemment, les coquins qui ont flairé le bon filon pour avoir de l'huile gratos, ils vont ramener tout et n'importe quoi dans des bouteilles, notamment de l'huile de vidange pour avoir de l'huile d'olive en échange. Il y a toujours des gras-dessous dans ce genre de truc. Les gens sont des coquins. Il y a eu un moment, on a eu un doute sur le fait
fait que ce soit contaminé par de l'aniline. Il y a eu quand même 1200 morts. Aujourd'hui, on sait pas ce qui a causé ces morts, hein, finalement. On sait que c'était dans l'huile, mais on sait pas ce que c'est. Vous avez plus de 20 000 personnes qui ont depuis gardé de très lourdes séquelles de cette intoxication. Et 18 517 ont déjà reçu leur indemnisation d'État. L'État a été reconnu coupable de ce truc-là. Et donc, les victimes ont été partiellement indemnisées. Donc, ça a été forcément étouffé par l'État. On sait pas ce qu'il y avait dedans. Ils ont dû foirer un truc, ils ont dû se dire, bon les gars, on peut pas le dire là, c'est pas possible. Est-ce que vous voyez ce que c'est un transformateur électrique? Bon, vous voyez, c'est une espèce de boîtier là où il se passe des trucs électriques pour transformer un courant. Certains de ces transformateurs, à l'intérieur, il y a de l'huile. Évidemment, on peut pas faire de friture avec cette huile. Vous avez deviné? On est au Kenya en 2022 et il y a la société Kenya Power qui rapporte des pertes financières considérables en raison du vandalisme de ces transformateurs électriques pour récupérer de l'huile de moteur qui est ensuite vendue frauduleusement comme huile de cuisson. Selon l'entreprise, l'huile en question est revendue à des restaurants et des vendeurs de rue affiliés à des cartels. Donc les mecs font des frites au 10W40, hein, oui. Vous aurez deviné que consommer cette huile est plutôt dévastateur pour la santé parce que cette huile, elle contient des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Il y a peut-être pas plus cancérigènes que ça sur Terre, hein. Mais également des métaux lourds comme du plomb, du cadmium, du mercure, ainsi que des substances organiques volatiles telles que du benzène. Faut savoir que même ceux qui font cuire les frites à la 5W30 comme ça là dans la friteuse, eh bien rien que les vapeurs ça peut les tuer. Bon. Le tchanga, également appelé boussa, qui est de la bière de banane, ou littéralement « tuez-moi vite ». Il y a une boisson qui s'appelle « tuez-moi vite » au Kenya, et ils boivent ça. Oui. Eh bien, elle est distillée à partir de maïs ou de millet. On le fabrique dans les régions les plus pauvres du Kenya. La préparation coûte moins de 20 centimes le verre. Elle est très populaire chez les chômeurs et les marginaux. C'est une espèce de 8-6, mais version kenyane, quoi. Jusqu'à récemment, le tchanga était clandestin au Kenya. Cette bière était souvent coupée avec du méthanol par les revendeurs. Méthanol qui, je rappelle, rend aveugle ou vous tue. Voilà. Mais également parfois mélangé avec du carburant d'avion ou des produits d'embaumement pour renforcer son effet. Quand on parle de produits d'embaumement, ce sont des produits qui à la base sont utilisés dans les cadavres, des conservateurs de mort. Bah là, on vous le donne en bière. De plus, l'eau utilisée pour sa distillation était souvent contaminée par des excréments et de l'urine, mais également d'autres déchets en tout genre. En plus de boire du carburant d'avion, vous buviez de la pisse et du caca. Bon, ça fait plaisir. C'est la boisson du chef, on va dire. Vous avez peut-être déjà vu ce fromage constitué principalement de verre, le fameux casu marzu. Le casu marzu, on dit qu'il est bon quand il peut se déplacer tout seul. Le casu marzu, c'est un fromage italien qui est fait à partir de lait de brebis. Il vient de Sardaigne. Son nom signifie littéralement fromage pourri. Faut savoir que la recette, elle peut légèrement varier d'une région à l'autre, mais que globalement, la recette de base, c'est un fromage qu'on laisse vraiment moisir jusqu'au fin fond de l'univers, et à l'intérieur, il faut qu'il y ait des vers. Voilà. À l'origine, il s'agit d'un pecorino. C'est un fromage traditionnel italien de Sardaigne, qui est fabriqué à partir de lait de brebis à pâte pressée cuite. Lors de son affinage, des larves de Piophila, connus sous le nom de mouches du fromage, ils sont volontairement introduits. Et grâce à leur digestion, les larves poussent le fromage à un stade ultime de fermentation, lui conférant une texture coulante et crémeuse et un goût très particulier. Vous mangez du caca d'asticot littéralement, hein, ça fait plaisir. À noter que pour la mimolette, donc ce fameux fromage un peu orange, c'est un peu le même principe, sauf que la mimolette, c'est des acariens qui vont former la croûte. Ah, vous ne mangerez plus de mimolette comme avant, hein, je le sais. Moi, j'ai arrêté d'en manger après avoir su ça. Hein. La mimolette, faut savoir qu'elle est interdite aux États-Unis depuis 2013. Ils considèrent que c'est impropre à la consommation. Hein. Ce que je peux comprendre parce que c'est quand même un peu hardcore. La commercialisation du fromage qui bouge tout seul, comme on l'appelle, est quant à elle interdite même dans l'Union Européenne depuis 2005. Mais il faut savoir que le casu marzu, donc ce fromage plein d'asticots, vous pouvez le trouver un peu sous le manteau dans ces régions du sud de l'Europe. Sur ces belles histoires, je vous dis bon appétit!